Chers collègues, merci pour l'invitation. Je voudrais avant tout remercier tous les chirurgiens qui nous ont envoyé ici, qui ont permis de réaliser cette étude prospective, qui avait pour but d'essayer de déterminer quel est le timing idéal pour réaliser une cholécystectomie en cas de cholécystite. Alors, je voudrais tout d'abord faire un petit rappel et vous dire que le timing idéal pour réaliser une cholécystectomie reste un sujet relativement controversé. Et vous le savez, les pratiques au quotidien restent très variables, non seulement d'une équipe à l'autre, mais également d'un chirurgien à l'autre. Et c'est vrai que les données de la littérature sont parfois un peu confuses, et notamment, il n'existe pas de définition universelle pour définir la notion de cholécystectomie précoce. Suivant les auteurs, certains auteurs calculent le début entre le début des symptômes et l'intervention, d'autres entre le début de l'admission et les interventions. Et d'autres auteurs parlent de cholécystectomie précoce lorsque le délai est inférieur à 3 jours et d'autres lorsque le délai est inférieur à 7 jours. Donc je vous propose de faire tout d'abord un petit rappel de la littérature et je voudrais vous ramener dans les années 80 que j'ai connues personnellement. Et à cette époque-là, la chirurgie, c'était uniquement la laparotomie. Et déjà à cette époque, se posait la question de savoir s'il fallait mieux proposer une cholécystectomie immédiate, c'est-à-dire en disant les 7 jours après le début des symptômes, versus 3 semaines plus tard. Et il y a eu en fait 9 études randomisées qui ont été publiées autour des années 80 et dont les résultats sont les suivants. En fait, il n'y a aucune différence en termes de mortalité, de morbidité ou de plaie de la voie biliaire entre les deux groupes. Par contre, la conclusion de ces études, c'est qu'il faut privilégier une cholécystectomie précoce simplement parce que la durée de séjour totale est inférieure et donc le coût du traitement est inférieur, tenant compte également du fait que le taux d'échec du traitement médical est de l'ordre de 20%. Début des années 80 va apparaître la laparoscopie. Et ça va un peu changer les donnes parce qu'au début, rappelez-vous, la cholécystite aiguë était considérée comme une contre-indication relative à la laparoscopie. Pourquoi? Parce que la durée opératoire était longue, la morbidité était accrue et le taux de conversion était relativement élevé. Néanmoins, avec l'amélioration du matériel, de l'expérience croissante des différents chirurgiens, la laparoscopie va progressivement devenir le gold standard, même en cas de cholécystite aiguë. Et au début de l'expérience, va apparaître un nouveau concept qui est la règle d'or des 72 heures, c'est-à-dire que vous devez opérer une cholécystite aiguë si vous êtes dans les 72 heures après le début des symptômes, faute de quoi vous exposez votre patient à une augmentation non négligeable de la mortalité, des complications, des plaies biliaires, des fuites biliaires, des infections de plaies et également du taux de conversion. Donc pendant de nombreuses années, opérer un patient au-delà de 72 heures, en tout cas en Belgique, c'était considéré comme une contre-indication absolue. Les choses ont un peu évolué. Et vers les années 2007, va apparaître les critères de Tokyo, qui est une approche un peu différente, puisqu'on va proposer une gradation des cholécystites en fonction de leur gravité. Et par exemple, pour retenir votre attention, si vous avez une durée des symptômes de plus de 72 heures et un compte de globules blancs au-delà de 18 000, vous êtes déjà dans un grade 2. La classification de Tokyo va être utilisée pour donner quelques recommandations qui vont évoluer avec le temps, mais globalement, les grades 1 doivent être opérés d'emblée, les grades 3 doivent bénéficier d'un traitement supportif et bénéficier d'une cholécystectomie retardée. Quant au grade 2, la plupart du temps, ils doivent également bénéficier d'une cholécystectomie retardée, sauf dans des centres experts en laparoscopie, cela serait, entre guillemets, autorisé à réaliser l'intervention plus rapidement. Alors, il y a eu aussi, vous le savez, beaucoup d'études prospectives randomisées. Cette méta-analyse publiée récemment dans le British Journal reprend 15 études qui comparent cholécystectomie précoce dès que possible, et ce quel que soit le délai, versus une cholécystectomie retardée avec des délais relativement longs. Et les résultats sont, je pense, assez représentatifs de ce que l'on connaît actuellement. La durée opératoire en cas de cholécystectomie précoce est un peu plus longue. Par contre, la cholécystectomie précoce est associée à un taux d'hospitalisation et une durée d'arrêt de travail plus courte. Par contre, de nouveau, on retrouve les mêmes données qu'en laparotomie. Le taux de conversion, qui est cependant encore très élevé, regardez, pratiquement 15%, n'est pas significativement différent dans les deux groupes, et le taux de complication est identique. Alors, cette donnée confirme ce qui avait déjà été publié plus tôt dans la base de données Cochrane, où là, ils avaient étudié 6 études prospectives avec un protocole un petit peu plus strict, c'est-à-dire 7 jours versus 6 semaines. Et la conclusion, de nouveau,
pour les mêmes raisons, était que la cholécystectomie précoce était conseillée pour le traitement des cholécystites aiguës lithiasiques, dans la mesure où l'intervention pouvait être réalisée en dehors des 7 jours. Par contre, au-delà de 7 jours, il y a très peu de données dans la littérature. J'ai en fait retrouvé qu'une seule étude, qui est une étude qui nous vient de Grèce, avec un effectif relativement peu important. Ils ont comparé les différents délais, 3 jours, 4 à 7 jours, 8 jours. Et comme vous le voyez, dans le groupe au-delà de 8 jours, il y a une augmentation significative du taux de conversion, une augmentation du taux de morbidité, de la durée d'hospitalisation, également du taux opératoire. Cependant, de façon un peu contradictoire, dans la mesure où l'analyse statistique n'était pas significative, il n'y a pas de différence statistiquement significative, les auteurs concluent qu'il est licite d'opérer une cholécystite aiguë, même au-delà de 8 jours. Donc vous voyez, ça reste un peu confus. Et c'est dans cette optique que nous avons débuté l'étude du Club Célio, qui a été réalisée en 2016. C'est une étude prospective multicentrique. Comme on l'a déjà dit, il y avait des centres universitaires, des centres privés, des centres publics. Donc il y avait vraiment un panaché relativement représentatif de tout ce qu'on peut faire en chirurgie. Donc le but de l'étude, c'était en fait d'évaluer les résultats en fonction du délai entre le début des symptômes et la réalisation de la chirurgie. Le diagnostic de cholécystite, ça vous le connaissez tous, ça a été basé sur des critères cliniques, biologiques et radiologiques conventionnels. Et au cours de l'année 2016, nous avons colligé 376 patients avec cholécystite aiguë lithiasique. Le choix du traitement initial, c'est-à-dire cholécystectomie précoce ou retardée, était laissé au libre choix du chirurgien. Et nous avons dans ce groupe recensé 276 patients ayant une cholécystectomie précoce. Et c'est ce groupe spécifique qui va faire l'objet de l'étude que je vais vous présenter. Alors, ont été inclus dans ce groupe vraiment des patients relativement sélectionnés, c'est-à-dire des patients opérés le plus rapidement possible par laparoscopie, et ce, quel que soit le délai depuis le début des symptômes. Ont par contre été exclus toutes les cholécystites aliciasiques, les lithiales de la voie biliaire principale, les pancréatites biliaires ou les angiocolites, les patients avec cirrhose, les patients A4, les femmes enceintes et les patients opérés d'emblée par laparotomie. Il n'y a pas non plus dans le groupe d'échec de rattrapage d'un traitement médical initial. Alors, ces 276 patients ont été divisés en 3 groupes. Donc vous voyez, 54% de ces patients ont été opérés dans ce qu'on appelle une fenêtre idéale de 3 jours, 31% dans un intervalle entre 4 et 7 jours, et 15% de ces patients ont été opérés au-delà de 7 jours après le début des symptômes. Première explication, regardant le délai. Le délai, pourquoi est-ce qu'il y a ce retard relatif de traitement d'un patient à l'autre? La première cause de délai, c'est lié au patient. En ce sens que, notamment dans le groupe 3, on voit que le délai entre le début des symptômes et l'admission des patients en salle d'urgence augmente progressivement, et notamment dans le groupe 3, la moyenne était de 9. Mais il ne faut pas se voiler la face et dire, bon, tout est relié au patient, le chirurgien est également responsable. Et vous voyez que le chirurgien a également une part de responsabilité dans le délai. Par exemple, ici, vous voyez que dans le groupe 1, les patients ont été opérés en moyenne le lendemain de l'admission, tandis que dans le groupe 3, ils sont parfois opérés plus de 10 jours après l'admission. D'un autre côté, les causes de délai sont multiples. Vous avez peut-être l'accessibilité au bloc opératoire. Vous pouvez avoir aussi des traitements anticoagulants qu'il faut arrêter ou modifier. Vous pouvez avoir également des pathologies cardiaques, type une fibrillation auriculaire, qu'il est amené de traiter avant de proposer la chirurgie à ce patient. Alors, intéressant, c'est que les caractéristiques des 3 groupes étaient tout à fait similaires. À peu près une proportion de femmes similaire. Non seulement le BMI, tous les patients ont une tendance à avoir un excès pondéral, un âge proche de 60 ans, un taux de traitement anticoagulant entre 7 et 10%, surtout un taux d'ASA, essentiellement des patients ASA2, et en fait des antécédents de laparotomie avec fusion médicale également similaires dans les 3 groupes. Concernant les paramètres à l'admission, on retient essentiellement que la CRP est plus élevée dans les groupes 2 et 3. Et ce qui est le plus intéressant dans cette étude, c'est ceci, c'est le taux du fibrinogène,
est quelque chose qui n'est pas toujours, je veux dire, dosé en salle d'urgence. Et ce que nous avons remarqué, c'est que le taux du fibrinogène augmente progressivement avec le délai entre l'admission et le début des symptômes. Et ça correspond à quelque chose qui me parle beaucoup dans mon expérience, et notamment si vous avez des patients, parfois dont l'anamnèse n'est pas très fiable, et que vous retrouvez avec un fibrinogène à 800, vous savez que ce n'est pas une cholécystite qui vient de débuter. Parfois les patients vous disent « j'ai mal depuis hier », vous trouvez un fibrinogène à 800. Ne croyez pas le patient, c'est une cholécystite qui a déjà quelques journées de cave. Concernant l'épaisseur de la paroi vésicule, pas de différence significative. Alors, constatation péropératoire, et ça je ne connais personne, plus vous attendez, plus la sévérité de la cholécystite est présente. Donc par exemple, c'est dans le groupe 3, on a le plus d'ampième ou de cholécystite nécrotique. Concernant la difficulté de la chirurgie, qui a été évaluée de façon subjective par le chirurgien sur une échelle de type Likert, on se rend compte également que la difficulté de la chirurgie augmente progressivement avec le délai, et par exemple que vous avez 38% de chirurgies qui sont considérées comme difficiles dans un groupe entre guillemets d'experts, et donc c'est quand même vraiment significatif. Si vous opérez au-delà de 8 jours, ne vous attendez pas à faire une cholécystectomie facile. Maintenant les résultats, on arrive au cœur du problème. Le taux de conversion dans notre groupe est très faible. Vous voyez, c'est de l'ordre en moyenne de 2%. Si vous voyez la littérature, c'est 13%. Ce n'est pas lié nécessairement au fait qu'on est les meilleurs chirurgiens que les autres, mais c'est vrai que c'est un groupe d'experts, et c'est peut-être là l'explication. Et puis cette publication elle est aussi plus tardive que les publications qui ont été publiées, je veux dire, antérieurement. Par contre, vous avez un taux de conversion qui est augmenté dans le groupe 3, même si la différence n'est pas statistiquement significative. Faisabilité de la cholangiographie, environ 90% dans les 3 groupes. Par contre, la durée opératoire, vraiment très fort augmentée, en tout cas statistiquement plus élevée dans le groupe 3. Et là, on est arrivé peut-être à la donnée la plus importante, c'est le taux de complication. Comme vous voyez, le taux de complication dans le groupe 3 est largement supérieur aux 2 autres groupes. Donc plus vous opérez les patients tardivement, plus vous allez avoir des complications. En tout cas, c'est ce que nous avons observé. Ça, d'ailleurs, en corrélation avec la publication grecque dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Par contre, nous avons une différence qui est tout à fait statistiquement significative, et l'on a également plus de complications graves de type 3 ou 4 dans le groupe 3 par rapport aux autres groupes. Concernant les complications chirurgicales spécifiques, elles sont également un petit peu plus élevées, mais la différence n'est pas statistiquement significative. Et enfin, concernant la durée d'hospitalisation, comme vous voyez, de nouveau, la durée d'hospitalisation augmente au fur et à mesure où retarder la cholécystectomie. Alors, on a essayé de déterminer quels étaient les facteurs prédictifs de l'apparition d'un événement morbide. Et on va retrouver en fait des choses qui sont publiées partout dans la littérature. Les patients de plus de 60 ans font plus de complications que les patients jeunes. Les patients de sexe mâle font plus de complications que les patients de sexe féminin. Les patients ASA3 font plus de complications. Les patients avec une CRP supérieure à 100 et ou des globules blancs supérieurs à 13 000 font plus de complications. Et comme je vous l'ai déjà expliqué également, les patients qui sont opérés avec un délai de 8 jours font plus de complications que les autres. Sur base de ces données, nous avons fait une analyse statistique multivariable, une analyse logistique multivariable. Et en fait, cette analyse logistique multivariable va démontrer que l'ASA-score est à la limite de la significativité, mais par contre, le seul élément qui est un facteur indépendant prédictif de la morbidité, c'est le délai avec lequel vous opérez vos patients. Et donc, en conclusion, je pense qu'en cas de cholécystite aiguë, enfin vous le savez tous je pense, la chirurgie doit être réalisée le plus rapidement possible et idéalement environ les 72 heures. C'est confirmé par le fait que dans notre groupe 1, le groupe 1, nous avons enregistré les meilleurs résultats. Opérer une cholécystite aiguë entre J4 et J7 reste à mon avis une option tout à fait raisonnable et que l'on peut même conseiller parce que les résultats de la littérature et les résultats observés dans le groupe 2 étaient proches des résultats du groupe 1. Par contre, opérer une cholécystite aiguë au-delà de J8, personnellement, je ne vous le conseille pas, sur base notamment de notre expérience, puisque nous avons enregistré dans ce groupe 3 une chirurgie longue et difficile, un taux de conversion élevé, une morbidité augmentée et une durée d'hospitalisation allongée. Donc, chez ce groupe bien spécifique de patients, on peut imaginer
qu'une cholécystectomie retardée serait une meilleure option. Cependant, qu'une cholécystectomie retardée soit une meilleure option pour les patients opérés qui sont amenés au-delà de 8 jours. Par contre, pour vous prouver cela, je ne suis incapable de le faire parce qu'il n'existe pas dans la littérature d'études comparatives et il faudrait faire une étude comparative bien ciblée pour savoir si pour ces patients admis très tard après le début des symptômes, il vaut mieux leur proposer une chirurgie précoce ou retardée. Mais dans mon expérience, en tout cas, au-delà de 8 jours, je n'opère plus les cholécystiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre... Merci beaucoup pour ce très intéressant communication. Juste une petite note de méthodologie. Est-ce que vous faites un registre de toutes les malades admises? Parce qu'il peut y avoir un biais, c'est bien normalement. Est-ce que toutes les patients qui rentrent dans les cliniques sont listés, même si elles ne rentrent pas dans les CC? Ça me paraît un problème de méthodologie. Tout à fait. Et la deuxième question, je vous la pose tout de suite. Si j'ai bien compris, vous croyez encore au-delà de 8 jours à ce que les plus anciens ici appelaient le plastron vésiculaire. Oui. Donc, dans le protocole de l'étude, il était très clairement établi que ce devait être des patients consécutifs. Donc, tous les patients admis ont été inclus. En ce qui concerne la notion de plastron vésiculaire, oui, effectivement, plus vous opérez tardivement, plus vous allez vous retrouver avec des vésicules nécrosées ou avec un ancienne, et effectivement, plus la chirurgie devient difficile. Et donc, la question à laquelle je ne peux cependant pas vous répondre, c'est est-ce que ces patients que l'on opère, je vais dire à J9 par exemple, chez qui on va avoir énormément de difficultés, seront des patients plus faciles à opérer 3 mois plus tard. Je n'ai pas d'études comparatives pour vous le démontrer. Mais on peut imaginer que ça sera le cas. On sait qu'il y a des patients qui rentrent dans leur maladie diverticulaire par des péritonites en péritoine libre, avec des péritonites généralisées. Est-ce qu'on a une idée des gens qui démarrent leur maladie lithiasique par un épisode de cholécystite aiguë, ou est-ce que, ce qui me semble, dans la plupart des cas, il y a déjà eu des crises, il y a déjà un caractère symptomatique? Est-ce que tu as une idée? Ça a été étudié, ça, dans la littérature? Non. Je n'ai pas, et dans notre groupe, ça faisait partie d'un des items, je ne l'ai pas remarqué, je ne l'ai pas noté. Beaucoup de patients rentrent dans la cholécystite aiguë sans connaître leur diagnostic de lithiase vésiculaire. Ça, c'est clair. Énormément rentrent d'emblée dans la cholécystite aiguë sans avoir eu des antécédents de colique hépatique précédemment. Et je dirais que ça correspond au moins à 60% des patients. D'un autre côté, vous savez que la recommandation, c'est de ne pas opérer des vésicules asymptomatiques. Et donc, faire une étude avec une méthodologie stricte pour analyser quel est le devenir de ces vésicules, des vésicules lithiasiques asymptomatiques, c'est très très compliqué. Ma question portait sur les lithiases vésiculaires symptomatiques. Non, donc la plupart des gens, je te confirme, dans cette étude, sont rentrés dans leur maladie, je dirais, de la vésicule par une cholécystite aiguë sans savoir avant qu'ils avaient des lithiases de la vésicule. Pour avoir revu la littérature pour une présentation précédente sur l'histoire naturelle de la lithiase vésiculaire non opérée chez les patients obèses, j'avais revu les articles et c'était 50% des cholécystites aiguës étaient précédées d'une crise de colique hépatique. Merci de cette présentation comparée. Je voulais parler d'une expérience personnelle que je n'ai pas publiée parce qu'on ne peut pas publier sur tous les sujets, de 2400 voies biliaires. En chirurgie ouverte, très vite, j'ai opéré le plus tôt possible les cholécystites, trouvant que c'était plus facile à disséquer et avec moins de pépins. Et sur ces 2400 voies biliaires, j'ai eu 2 sections partielles de la voie biliaire réparées immédiatement, mais de façon idéale, sans complications retardées pour le problème de la complication biliaire. Donc la chirurgie cystoscopique, c'est les mêmes indications que la chirurgie ouverte. Si on opère tôt en chirurgie ouverte, on opère tôt en cystoscopie si on sait le faire. Je voudrais faire une remarque pour nos collègues, c'est que si l'intervention est difficile, si la dissection est longue, là il faut être peut-être un peu malhonnête dans le compte rendu opératoire, parce que si vous avez une complication et que vous n'avez pas converti, l'expert vous condamnera si vous allez passer une dissection qui dépasse en général une vingtaine de minutes. Voilà les 2 observations que je voulais faire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur votre première constatation. Les règles ne doivent pas changer sous prétexte qu'on opère en laparoscopie ou en laparotomie. Et en laparotomie, le délai qui était classiquement admis, c'était 7 jours.
C'est l'avènement de la laparoscopie qui a introduit cette donnée de 72 heures de 3 jours. Je n'avais jamais connu ça personnellement quand j'étais interne dans les années 80. On avait parfois dans certains services le dogme qu'il ne fallait pas opérer une cholécystite aiguë. Ça, c'était un dogme plutôt qu'une réalité. Mais dans les autres services où je suis passé, où on opérait les cholécystites aiguës, on n'était pas très regardant par rapport au délai. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, sur la notion de conversion, ça, c'est un peu la bouteille à langue, je crois. Oui, comme vous le savez, donc, au cours de la cholécystite aiguë, la hantise, c'est la plaie biliaire. Bien sûr. Donc, je voulais savoir si, dans ces 3 groupes, vous êtes stratifié sur le site. Oui, tout à fait. Donc, en ce qui concerne les plaies biliaires, dans aucun des 3 groupes, nous avons eu de plaies biliaires. Je précise bien, nous n'avons pas eu de plaies biliaires, nous avons eu des fuites biliaires. Ce qui est complètement différent. Et le taux de fuite biliaire dans les 3 groupes était similaire. Oui, je voudrais poser une question. Est-ce que dans le groupe 3, il y a une proportion de cholécystectomie partielle? Non. 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 En général, la cholécystectomie partielle est, dans mon esprit, plutôt conseillée en cas de cholécystectomie retardée, où vous avez une impossibilité de dissection du triangle de Callot. Donc à ce moment-là, la cholécystectomie partielle devient une option thérapeutique. Là, je vais un peu digresser, mais nous, lorsque nous avons systématiquement une cholécystectomie retardée, nous faisons systématiquement à ces patients une cholangio-IRM préopératoire pour avoir une idée de la morphologie de voie biliaire et éventuellement, ça peut nous amener en cas de secteur postérolatéral à être beaucoup plus prudent et à réaliser plus rapidement une cholécystectomie partielle si la dissection est difficile. Mais en aigu, non, il n'y a pas eu d'indication de cholécystectomie partielle. Merci. La seule cholécystectomie partielle que j'ai faite, la vésicule a repoussé. Ah, alors, le problème, c'est que si vous faites une cholécystectomie partielle et que vous laissez un infundibulum trop gros, effectivement, vous allez recréer une néovésicule. Si par contre vous vous contentez de faire une cholécystectomie partielle en étant relativement proche du cystique, quitte à accepter une fistule biliaire temporaire qui va être traitée par sphinctérotomie, je pense que cet élément ne peut pas arriver. Mais si vous laissez un infundibulum trop long, et Raphaël nous a montré un beau cas clinique récemment en Belgique, effectivement, la vésicule, entre guillemets, ne repousse pas, elle est toujours là. Nous, à Bichat, nous avons, en particulier au début de la cystoscopie, nous conseillons aux chefs de clinique et aux jeunes chirurgiens, en cas de cholécystite aiguë, de laisser un coquetier. Et nous avons revu quelques patients, quelques années plus tard, qui revenaient pour un problème vésiculaire. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas dit que la cholécystectomie partielle était le gold standard. Absolument pas. Absolument pas. Vous devez vous acharner à disséquer le triangle de Callot, à retrouver les structures. Mais vous le savez très bien comme moi, il y a des cas où c'est impossible. C'est complètement impossible. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut faire une cholécystectomie partielle, tout en gardant à l'esprit qu'il faut également faire une cholangiographie. Parce que généralement, il y a moyen, par le petit moignon d'infundibulum que vous laissez, d'introduire un cathéter éventuellement avec un petit ballonnet et d'obtenir une analyse morphologique. Bon, Philippe. Merci beaucoup. Oui, merci à tous. Oui, pardon. Une dernière question. Oui. Dans le groupe 3, Oui. est-ce que vous avez eu des gangrènes vésiculaires avec péritonite biliaire? Non, je ne l'ai peut-être pas mis dans les critères d'exclusion, mais les péritonites biliaires étaient exclus. Les péritonites biliaires étaient exclus de ce groupe. La gangrène qui survient quelques jours après la décision de ne pas opérer. Ah, non. Ça n'a pas été rapporté, mais on peut très bien imaginer que ça peut arriver. Oui, tout à fait. Non. Mais on n'a pas eu de cas recensés. Merci beaucoup, Philippe.